Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire d'À la source, la fin de vie avec le collectif Soulagés mais pas tués qui manifestait hier au pied de l'Assemblée nationale, la mise au point du pape François sur ses propos mal interprétés sur les familles nombreuses, et puis les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents en procession en banlieue parisienne. Cyril Le Peigneux prendra le relais pour la partie dossier. Cyril, qui sont nos deux éditorialistes cette semaine ? Alors Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier de RCF, ils nous donneront leurs sentiments sur les mesures présentées aujourd'hui par la ministre de l'Éducation nationale pour mieux promouvoir les valeurs de la République à l'école et former de bons petits citoyens. Hier avait donc lieu à l'Assemblée nationale un débat sans vote sur la fin de vie, avec comme perspective le vote de la proposition de loi des députés PS Alain Claes et UMP Jean Leonetti. Les députés ont écouté le Premier ministre Manuel Valls, qui recherche le consensus sur ce thème sensible. Le reportage de François-Xavier Mathieu. Hier, à l'Assemblée nationale, Manuel Valls a affirmé que le président de la République, comme le gouvernement, partage les orientations des conclusions de la mission parlementaire Claes-Leonetti. Ces orientations ont servi de base à une proposition de loi des deux députés. Le texte écarte l'euthanasie et le suicide assisté, mais suggère notamment d'instaurer un droit à une sédation profonde et continue en fin de vie. À ceux qui pensent que dans cette voie il y a des dangers, notamment celui d'aller, comme j'entends parfois à tort, vers un suicide assisté, je réponds que le seul danger, c'est de continuer en l'état. Un droit nouveau, c'est la volonté du gouvernement. Un droit nouveau, oui, celui de mourir dans la dignité. Une vingtaine de députés de l'entente parlementaire pour la famille avaient dénoncé dans la presse les dangers de cette proposition de loi. Ils jugeaient que le texte s'aventure sur la pente glissante d'un droit à la mort. Certains d'entre eux ont pris la parole dans l'hémicycle. Si on est très attaché, comme je le suis, à la réponse soins palliatifs, alors le texte qui nous est proposé n'est pas très utile. Pour ceux qui revendiquent le plus vigoureusement le droit à l'euthanasie, ce texte ne leur donne pas satisfaction. Alors à quoi sert ce texte ? Sans doute à marquer une sorte d'étape intermédiaire, un pas à pas. Mesure contestée de cette proposition de loi, la directive anticipée grâce à laquelle un citoyen pourrait dire s'il souhaite ou non avoir recours à une sédation profonde et continue en fin de vie. Si quelqu'un de bien portant dit si je suis en état végétatif, je ne souhaite pas continuer dans cet état-là. Il connaît les conséquences de cet état végétatif et donc que dans une directive anticipée puisse figurer ce cas-là, je comprends parfaitement. Le débat d'hier ne comportait pas de vote. Il représentait un préambule à l'examen de la proposition de loi Claes-Leonetti, dont la date d'arrivée en séance n'a pas encore été annoncée. Dans les tribunes de l'hémicycle, on trouvait des représentants du mouvement Soulagés mais pas tués venus suivre le débat. Un peu plus tôt, ils s'étaient regroupés en masse au pied du Palais Bourbon pour manifester leur inquiétude. Selon l'un des porte-paroles, Tugdual Derville, derrière le foisonnement des prises de parole se révèlent deux glissements, la notion de sédation terminale et le risque d'amendement explicitement euthanasique. Mais écoutons la mise en garde d'une autre manifestante. Ce que je constate, c'est que vraiment la fin de vie est une période qui n'est pas uniforme, qui est un processus, qui est un chemin, entrecoupé de moments de grande angoisse. Et c'est mon travail justement de les écouter pour que la personne soit apaisée. En général, vraiment, quand elle est bien accompagnée, elle est apaisée. Et là, il peut y avoir des moments de développement personnel et d'épanouissement, des moments très importants. Des moments où il y a des transmissions familiales, des échanges familiaux. Voilà, alors aujourd'hui, je m'inquiète de cette idée que la sédation deviendrait un traitement miracle, ou en tout cas un traitement de routine, alors qu'avant il était autorisé comme traitement de dernier recours. Là, il deviendrait un traitement comme un autre. Voilà, est-ce qu'on ne risque pas de priver une personne de moments extrêmement précieux, sa famille aussi, d'escamoter une période de développement, d'épanouissement, de transmission familiale ? Politique encore, on va parler maintenant de l'épineuse question du travail du dimanche. En octobre dernier, le ministre de l'économie avait défendu son projet de loi sur l'activité et la croissance. Décrié par une partie de la majorité, ce texte propose entre autres d'étendre le travail dominical. Lundi dernier, le projet de loi a été adopté par la commission parlementaire en charge du dossier. Les mesures libéralisant le travail du dimanche ont été adoptées sans modification majeure. Qu'en pensent les catholiques? L'avis de Bertrand Macabeo, vice-président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Quand une société comme la société française va mal et quand l'économie va mal, il est important de savoir s'adapter. Donc ça va dans le bon sens, simplement il faut protéger les salariés. Nous souhaitons qu'il y ait déjà une discussion au niveau des branches, de façon à ce que les branches fixent
précisément les règles du jeu et charge aux dirigeants d'entreprise de respecter la liberté du salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche et de respecter une juste rémunération. Le dimanche est un moment réservé à la famille, réservé aux amis, réservé à ses engagements sociaux, sociétaux. Voilà, c'est un moment de paix qui doit être préservé dans une large majorité. Mais ce que nous pensons quand même, c'est que 12 dimanches par an, ça signifie moins d'un dimanche sur 4. Donc ça reste raisonnable. Le projet de loi Macron sera examiné en séance au Parlement à partir de lundi prochain pour un vote prévu avant le printemps. Affaire à suivre donc. Dimanche dernier, dans l'avion qui le ramenait de Manille à Rome, le pape François avait été interpellé sur la croissance démographique aux Philippines et la contraception. Sa réponse a depuis fait couler beaucoup d'encre. Je le cite, « Certains croient, pardonnez-moi l'expression, que pour être de bons catholiques, on doit être comme des lapins ». Le pape a profité de l'audience générale d'hier pour rassurer les fidèles. Gli incontri con le famiglie e con i giovani a Manila sono stati momenti salienti della visita nelle Filippine. Le famiglie sane sono essenziali alla vita della società. Dà consolazione e speranza vedere tante famiglie numerose che accolgono i figli come un vero dono di Dio. Ho sentito dire alcuni che le famiglie con molti figli e la nascita di tanti bambini sono tra le cause della povertà. Mi pare un'opinione semplicistica. Possiamo dire tutti che la causa principale della povertà è un sistema economico che ha tolto la persona dal centro e vi ha posto il Dio denaro. Un sistema economico che esclude sempre, esclude i bambini, gli anziani, i giovani, senza lavoro, e che crea la cultura dello scarto che viviamo. Ho ricordato che occorre proteggere le famiglie che affrontano diverse minacce affinché possano testimoniare la bellezza della famiglia nel progetto di Dio. Toujours à l'audience générale, le pape François a évoqué les épisodes de violence de ces derniers jours au Niger après la publication du numéro de Charlie Hebdo qui caricaturait le prophète Mahomet. Cari fratelli e sorelle, vorrei ora invitarvi a pregare insieme per le vittime delle manifestazioni di questi ultimi giorni nell'amato Niger. Sono state fatte brutalità con i cristiani, con i bambini, con le chiese. Invochiamo dal Signore il dono della riconciliazione e della pace, perché mai il sentimento religioso diventi occasione di violenza, di sopraffazione e di distruzione. Non si può fare la guerra in nome di Dio. Auspico che quanto prima si possa ristabilire un clima di rispetto reciproco e di pacifica convivenza per il bene di tutti. La traditionnelle journée mondiale des lépreux sera célébrée ce dimanche. Malheureusement, le fléau de la lèpre est loin de disparaître. En 2013, selon l'Organisation mondiale de la santé, cette endémie a fait environ 215 000 nouveaux cas, dont 10% d'enfants. Selon l'Ordre de Malte France, l'éradication de la lèpre dépend en grande partie de la précocité et de la qualité du dépistage. Les explications du responsable pour le continent asiatique. Aujourd'hui, à mon sens, la raison majeure de notre engagement, et celui de l'Ordre de Malte, c'est la qualité du dépistage. Plus vous dépistez tôt, moins vous aurez de patients victimes d'infirmités
au dépistage. Donc vous guérirez ces patients. Et quand je dis au Cambodge, on a 10% d'infirmité au dépistage, ça veut dire que 90% des gens vont être guéris de leur maladie d'une façon définitive ou quasiment définitive pour l'immense majorité d'entre eux. Alors que si vous avez des infirmités, ces infirmités vont se transformer en mutilations et les mutilations, les patients les traiteront toute leur vie et entraînera un fait dramatique, c'est qu'ils auront besoin d'infrastructures médicales et chirurgicales tout au long de leur vie résiduelle. Je vous propose maintenant de regarder ce reportage tourné à Vanves, région parisienne. Les habitants ont accueilli les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents Louis et Zélie Martin. Les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents portées dans les rues de Vanves. Environ une centaine de paroissiens se sont retrouvés pour suivre le cortège à la lumière de bougies. Dans le cadre de l'année de la vie consacrée, la paroisse souhaitait faire découvrir la petite Thérèse, cette religieuse carmélite morte dans l'anonymat à 24 ans. Elle est aujourd'hui considérée comme un symbole de simplicité de la foi pour les nombreux fidèles venus lors de la procession. Elle n'a pas vécu très vieille et pourtant elle a quand même fait de grandes choses. Elle est très très réputée et donc c'est un peu une sainte de référence. C'est un message très fort qui consiste à dire que là où on est, en fait, on peut faire de grandes choses avec des petites choses. La paroisse de Vanves va aussi souhaiter la venue de ces reliques pour rappeler que malgré son titre de docteur de l'Église, des figures comme Thérèse pouvaient avoir une importance pour les fidèles dans leur quotidien. Elle disait que justement, elle voulait être tout dans l'Église et particulièrement l'amour. C'est aussi convaincre que justement, Sainte Thérèse peut prier et intercéder pour un bon nombre d'entre nous. Après plusieurs jours dans les Hauts-de-Seine, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux ainsi que de ses parents seront apportées du côté de Strasbourg en février, puis Poitiers en avril. Une belle nouvelle pour le mouvement des Focolari. Le procès en béatification de sa fondatrice Chiara Lubich va s'ouvrir le 27 janvier à Frascati en Italie. C'est dans cette petite ville de la région de Rome que se trouve le siège international du mouvement. C'est aussi là que repose Chiara Lubich. Église en France, on a appris aujourd'hui que le Saint-Siège avait accepté la démission de Monseigneur Jean-Marie Levert de son poste d'évêque de Quimper et Léon. Décision prise en conformité avec l'article 401 paragraphe 2 du Code de droit canonique, c'est-à-dire pour raison de santé ou toute autre faute grave. Rappelons qu'au printemps dernier, Rome avait déjà suspendu Monseigneur Levert de sa charge. Il avait nommé l'ancien évêque de Langres, Monseigneur Philippe Guinlet, administrateur apostolique. Le Saint-Siège a donc jugé préférable de mettre un terme à une situation inextricable dans le diocèse, marquée par de forts désaccords depuis longtemps entre l'évêque et ses fidèles. Monseigneur Levert va maintenant rejoindre Bordeaux pour une collaboration pastorale temporaire avec l'archevêque, le cardinal Jean-Pierre Ricard. On passe maintenant à la revue de presse du jeudi. Pèlerin nous propose cette semaine une rencontre avec le grand rabbin Haïm Korsia, quelques jours après les attentats meurtriers à Charlie Hebdo et dans un supermarché cachère. 90% des personnes qui se préparent au mariage vivent déjà ensemble. C'est le constat de familles chrétiennes qui voient en cette statistique un véritable défi pour l'Église. La notion de sacré peut-elle s'appliquer à la laïcité? Voilà la question posée cette semaine par La Vie. Et puis le journal nous raconte la messe géante du dimanche dernier à Manille. Après les attentats d'il y a 2 semaines, Réforme se penche sur la question de l'interprétation des versets les plus violents du Coran. L'hebdomadaire protestant invite à passer de la lettre à l'esprit. Voilà pour la revue de presse, place maintenant à la chronique de Monseigneur Di Falco. Bonjour. Le week-end du 10-11 janvier, nombreuses étaient les pancartes portant l'inscription « Je suis Charlie ». Sur certaines, on pouvait lire aussi « Je suis Ahmed, je suis policier, je suis musulman ». Cette identification à l'autre m'a fait penser à l'apôtre Saint Paul qui disait qu'il s'était fait juif avec les juifs, grec avec les grecs, faible avec les faibles, bref, il s'était fait tout à tous. Il s'était identifié à chacun, il avait rejoint chacun là où il était. Paul est sorti de lui-même pour aller vers les périphéries, pour reprendre une expression chère au pape François, et vivre ce que les uns et les autres vivaient. Lorsque dans le désert du Sinaï, Moïse demande à Dieu quel est son nom, la réponse de Dieu est « Je suis ». C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi cette image de Moïse au pied du buisson ardent où Dieu révèle son nom.
Dimanche dernier, c'était la journée mondiale des migrants et des réfugiés. Je dis bien journée mondiale. En avons-nous entendu parler? Avons-nous vu des pancartes dans la rue portant l'inscription « Je suis migrant, je suis immigré, je suis réfugié, je suis exilé » Pas vraiment. Faut-il redire à ceux qui l'oublient que les migrations sont toujours le résultat de l'injustice humaine? Je suis un arrière-petit-fils de migrants italiens. Lorsque je vois l'histoire de ma famille, je peux le dire, on ne migre jamais de gaieté de cœur. Lorsqu'on s'expatrie, il y a toujours une raison, la pauvreté, la persécution, la guerre. Il faut donc réfléchir sur les causes et, dans la mesure du possible, y remédier. Quant à nous ici, dans nos maisons, nos villes, nos campagnes, n'ayons pas peur de l'autre. Rappelons-nous les mots récents du pape François. À côté des migrants, des déplacés et des réfugiés, il y a beaucoup d'autres exilés cachés qui vivent à l'intérieur de nos maisons et de nos familles. Je pense surtout aux personnes âgées, aux personnes handicapées, comme aussi aux jeunes. Les premières sont objets de rebut quand elles sont considérées comme un poids et comme des présences encombrantes, tandis que les derniers sont mis à l'écart en niant leurs perspectives concrètes de travail pour construire leur avenir. Fin de citation. Alors, à vos pancartes et à vos vies quotidiennes surtout, avec portant en vous « Je suis ma mamie qui vit seule, je suis mon fils chômeur, je suis ma mère souffrante, je suis mon frère divorcé, je suis ma petite fille handicapée, je suis mon voisin, je suis ma voisine, bref, je suis mon prochain. À bientôt. » Je vous laisse maintenant entre les mains de Cyril Le Peigneux et de ses deux éditorialistes. Très bonne soirée à tous. Alors ce jeudi midi, la ministre de l'Éducation nationale, Mme Najat Vallaud-Belkacem, a présenté 16 mesures pour promouvoir la laïcité et les valeurs de la République dans les établissements scolaires 2 semaines après les attentats qui ont touché la France et les incidents qui ont suivi dans certaines écoles. Alors pour en parler, je suis heureux d'accueillir Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir. Et Benjamin Rosier, rédacteur en chef à RCF. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Cyril. Alors Louis, c'est pas un petit choc politique pour vous? Après le ministre de l'économie de ce gouvernement de gauche qui fait une politique un petit peu libérale, c'est au tour du ministre de l'Éducation de promouvoir le retour de l'ordre à l'école? Oui, mais vous savez, la gauche s'est souvent distinguée par une politique inflexible. Et elle a même souvent pris des décisions qui ont engagé la France dans la guerre. Donc la République n'est pas justement un régime gentil et doucereux. C'est un régime, en fait, assez dur. Et là, on entend l'école ne tolère aucune remise en cause des valeurs de la République. Voilà. La ministre assure vouloir lutter contre le repli identitaire, la théorie du complot, la défiance à l'égard des médias et le péril du relativisme généralisé. Ça vous a pas surpris comme mot? Si, alors c'est vrai, vous avez raison de le souligner, le relativisme, la lutte contre le relativisme, c'est quelque chose d'intéressant, puisque habituellement c'est plutôt un langage qui est utilisé, en tout cas qui est commun peut-être à ceux de la sphère catholique, si je puis dire, qui était évidemment celui de Benoît XVI, par exemple. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une forme de sacralité qui se dégage de tout ce discours, c'est-à-dire qu'on veut rétablir des rites républicains, par exemple, des symboles. Chanter la Marseillaise. En fait, la République s'aperçoit que c'est un ensemble vide, c'est une forme de centre de gravité, ce n'est pas quelque chose de nécessairement mobilisateur. Et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que la République se déclare incompétente en matière de religion, et elle doit aller sur un terrain qui n'est pas nécessairement le sien, pour sécréter des valeurs qui sont des valeurs qui représentent plutôt un dénominateur commun minimum. Alors moi, ce que je retiens, juste une chose, c'est que plus vous invoquez un principe, plus vous êtes dans l'incantation, plus vous signez le fait que ce principe a cessé d'exister. Après tout, ce qui est évident pour tout le monde, vous n'avez pas besoin de le rappeler. Donc ça veut dire que ce n'est plus évident pour personne, si cela l'a jamais été toutefois. Alors Benjamin, est-ce que vous faites la même analyse de ce retour à une religion de la laïcité, ou de cette tentative de faire une religion de la laïcité? Je reprendrai le terme de sacralité, c'est très clair. L'hymne, le drapeau, les rites républicains. Oui, on est clairement dans une religion, je dirais, laïque de la République. Mais attention, ensuite, je pense qu'il y a une vraie utilité. Par contre, c'est clair que ça signifie que soit ça a cessé, soit ça a été mal fait, c'est clair, ou soit c'est peut-être un peu vide, en effet. C'est dommage qu'on ait dû attendre ces drames-là pour le faire, parce qu'il y a des rapports qui ont été publiés il y a plusieurs années, en 2004, un rapport Aubin notamment, disant que certains professeurs ne pouvaient pas enseigner, par exemple, la Shoah, comme ils pourraient l'enseigner. Voilà, c'est des choses qu'on savait. Bon,
Maintenant, c'est bien, il y a une prise de conscience, allons-y. Il ne faudrait pas que ça reste incantatoire, ça je le partage aussi avec Louis. Il faudra véritablement qu'on puisse se donner les moyens. Alors, il y a quelques moyens donnés, mais derrière ça, j'ai envie de dire que l'école est un lieu, est un moyen de lutter contre, je dirais, cette jeunesse, une partie de la jeunesse qui grandit à l'écart des valeurs républicaines. On connaît certaines raisons, les diagnostics sont faits, ça peut être des quartiers de relégation communautaire, on en parle beaucoup en ce moment. Très bien, ça c'est une chose, mais l'école ne pourra pas tout, donc c'est un lieu, c'est un vecteur, mais les choses doivent être, j'ai envie de dire, systémiques, politique de la ville, oui, mesures de sécurité bien entendu, repérage aussi, des basculements dans la radicalisation. Alors, pas que l'école, j'imagine qu'on pense aussi aux parents, c'est ça ? Aussi ? Oui, les parents. Alors cela dit, l'école, en tout cas l'éducation nationale, a tout fait pour séparer les parents des enfants. Alors aujourd'hui, elle en paie peut-être le prix. On entendait parler, la ministre, des parents qui étaient co-responsables de l'éducation des enfants. Oui, ils sont même les premiers responsables. Même oui, dans sa bouche, c'était co-responsable. Voilà. Alors maintenant, quelle sera la traduction de cet aspect des choses ? Il y a quand même un passif, si je puis dire, il y a quand même 40 ans de politique qui a été menée, qui d'ailleurs n'est pas vraiment remise en cause par tout ce qui est dit. Moi, il y a des mots, je trouve, qui manquent. Par exemple, le mot « France », tout simplement. Est-ce qu'il est prévu de faire aimer la France à des personnes qui sont venues... le drapeau et la devise. Oui, mais la France n'est pas les États-Unis non plus. Hein. Vous voyez, c'est pas la même chose. Il y a toute une histoire. Le mot histoire, par exemple. Le mot histoire, l'enseignement de l'histoire. Vous avez aussi tiqué là-dessus Non, pas vraiment. Justement, je me suis dit, là c'est clair, on revient sur l'hymne, le drapeau. Bon, chanter la Marseillaise. Parfois à gauche, hein, c'est vrai, certains évitaient de prononcer ces mots-là parce que ça faisait un petit peu trop aller patriote et au risque de glisser dans le nationalisme. Patriotisme, nationalisme, qui est deux choses différentes en passant. Donc oui, moi là-dessus, j'étais peut-être presque agréablement surpris parce qu'on n'a pas à avoir honte d'avoir sa nationalité. Et justement, si elle rassemble au-delà des diversités, les diversités de points de vue, d'origine et d'opinion. Par contre, il y a une chose, c'est que... voilà, on ne peut pas rester seulement, encore une fois, dans l'incantatoire. Ça, c'est une chose fondamentale. Il faut se donner les moyens, et pour se donner les moyens, l'école est un moyen, mais n'est pas le moyen. On ne pourra pas demander aux professeurs d'être des super éducateurs. On va les former à la laïcité, très bien. On va les former à pouvoir répondre à certaines. Et puis il y a aussi le retour aussi on fait la promotion du retour de l'autorité à l'école. Oui, mais également. sur quoi elle s'appuierait cette autorité ? Oui, mais attendez, il faut voir d'où on part. Le seuil de l'acceptable à la vérité, il est dépassé quand même depuis très longtemps. Il suffit de lire des ouvrages comme ceux de Jean-François Chemin, par exemple, professeur dans banlieue lyonnaise, ou de Christophe Guilly sur les territoires de la République. La segmentation à la fois ethno-sociale, elle est faite depuis déjà... Enfin, c'est une réalité depuis 30 ans. Donc là, on a l'impression qu'on est quand même très en deçà. Vous pouvez très bien vivre en France sans entendre jamais parler de la France, y compris à l'école. Donc moi, je trouve qu'on est quand même... Je vois un point positif, j'ai quand même mentionné un point positif, la maîtrise du français, chantier prioritaire. Moi, je me réjouis, à titre personnel, que le français soit, pour l'enseigner dans plusieurs écoles, je me réjouis que le français, peut-être, retrouve certaines lettres de noblesse, mais on a sacrifié l'enseignement du français et de l'histoire depuis déjà des années, si vous voulez. Avec une évaluation d'ailleurs dès la classe de CE2, ce qui est assez tôt et ce qui est plutôt bien. Et une chose moi, qui m'a marqué, c'est ces mesures parlent de relativisme ambiant lié à une perte de repères. Mais justement, on parlait des familles. Il y a énormément de familles dans ces quartiers de relégation, comme on dit, où il y a beaucoup de populations issues de l'immigration. Des familles sont éclatées par la pauvreté, etc. Mais il y a aussi des pertes de repères au niveau identitaire. Donc c'est tout ça, par un enseignement des valeurs de la République, qu'il faut essayer de rassembler, de fédérer. Moi, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot laïcité ? Il faut qu'on puisse partager la même définition, le même socle commun des valeurs républicaines. C'est ça, pour qu'il y ait une adhésion à un projet commun, à un horizon républicain commun, et puis qu'en plus, il fasse envie cet horizon-là. Il ne faut pas que seulement ce soit des mots. Pour l'histoire de l'autorité, il y a une idée de retour à la force, à la coercition. On parle d'un retour de sanctions, notamment les travaux d'intérêt général. Oui. Donc c'est quoi ? Donc on va être obligé d'appuyer cette autorité sur juste la force ? Il n'y a pas d'autre moyen ? Il y a le mot fermeté. Ça m'a aussi... L'adhésion, ça ne marche plus ? C'est plutôt la coercition ? L'adhésion à quoi, en fait ? C'est quoi le dessein intelligent de la France aujourd'hui ?
Je ne sais pas, hein, je suis incapable de vous répondre. Hein. Vous avez une réponse En tout cas, il faut soit clarifier, soit redéfinir pour pouvoir rassembler. Et ensuite, par rapport à ce socle commun, si certains ne veulent pas y adhérer, oui, il faudra limite des sanctions, et c'est le terme de sanction pour faire quoi dans l'école. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Est-ce qu'on a envie de vivre ensemble? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on a envie d'emmener la France quelque part? Est-ce qu'il y a une logique de rayonnement, d'expansion? C'est à qui de donner la réponse? C'est aux politiques en soi. Mais le problème, c'est que la réponse est censée être donnée par les personnes qui sont responsables de la situation que l'on a aujourd'hui. C'est très compliqué d'attendre la solution de personnes qui sont en partie le problème. Alors vous avez une réponse plus optimiste ou pas? Ce qu'il y a, c'est qu'un certain nombre de jeunes, notamment qu'on dit partant faire le djihad, perdent de repères et surtout ils ne trouvent pas apparemment un sens à leur vie. Donc ça veut dire que notre société ou notre République n'arrive pas à donner ce sens-là. Donc oui, il y a une urgence là-dessus qui est dit, mais je voudrais revenir sur la fermeté. Oui, il faut forcément de la fermeté. C'est-à-dire qu'on propose quelque chose, on éduque, on forme, et en même temps, s'il y a, entre guillemets, des récalcitrants sur des valeurs comme ça fondamentales, et on sait que ça peut entraîner les violences que ça a entraîné, oui, il faut bien sûr être ferme en même temps. Pardon, juste une réponse très brève. Vous attendez de qui, cet axe? Du politique, des intellectuels, en effet, oui, des enseignants? Du politique, de la recherche aussi, hein, pour donner des diagnostics, pour donner des outils de compréhension, mais bien sûr du politique, mais aussi de toutes les associations, de tous les acteurs dans certains quartiers engagés, mais aussi des familles, des parents d'élèves. Il y a aussi un axe où on met en coopération, en coordination, les parents d'élèves. Il faudra voir ce que ça donne. Bon, alors il va falloir qu'on se mette au travail. Merci messieurs pour votre présence et cet éclairage. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur kto-tv.com. Et puis on vous donne tous rendez-vous mardi prochain.